Monsieur Fedi, c'est l'impasse après les déclarations de principe, ou la déclaration de principe Doha, signée à Doha entre la rébellion et le gouvernement congolais. Ouais, Monsieur Alain, je voulais, avant de répondre à cette question, pour dire que je suis acteur politique, je viens d'un parti politique, Union pour le valeur tshisekédiste, le parti de l'honneur, premier vice-président du Sénat. José Kalala Kalala. Exactement. En fait, moi, je ne voudrais pas être alarmiste pour parler de l'impasse, parce qu'en fait, les processus de négociation, ça a toujours été des processus assez très laborieux. Très laborieux. Nous avons cette expérience parce que, vous vous rappelez, les 1-23 devaient se rencontrer avec la délégation du gouvernement en Angola. Ça n'a pas eu lieu. Ils ont dit, parce qu'on nous a imposé des sanctions par l'Union européenne, on ne veut pas y aller. Mais plus tard, les 1-23 sont allés à Doha. Ils ont commencé à négocier. À un moment, ils se sont retirés. Et par la suite, ils sont arrivés quand même à revenir à la table des négociations jusqu'à signer la déclaration de principe. Ça a été aussi le cas avant la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais depuis cette signature, ça ne marche pas. Apparemment, c'est comme s'il y a un problème dans l'engrenage, en fait. Ouais, pendant ces temps, on tue 319 civils. Oui, c'est quand même assez très malheureux. C'est malheureux pour notre pays, malheureux pour nos frères de l'Est qui sont tués. Très malheureux, mais le plaisir pour moi, c'est que ce n'est pas la République démocratique du Congo qui dénonce ces tueries. C'est le Haut Conseil aux droits de l'homme des Nations Unies qui dénonce et documente ces tueries. Mon plaisir, c'est celui-là. Parce que si c'était la République démocratique du Congo qui dénonçait, on devait considérer que c'est une dénonciation d'une partie au conflit, ça ne vaut pas la peine. Mais cette dénonciation constitue assez de preuves assez irréfutables pour la partie RDC. Et nous pensons que dans la suite des événements, les 1-23 seront contraints. Et oui, la suite c'est quoi? La réaction de la RDC, c'est quoi? C'est bien le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénonce, ce qui est bien, mais la réaction, la population ne voit pas la réaction du gouvernement. Non, la réaction du gouvernement, c'est que les 1-23, quand ils se battent contre la population civile, les FARDC et les Wazalendo ne croisent pas les bras. Ils essayent, dans la mesure du possible, de défendre la population civile sans mettre cette population en danger. C'est cela. Ce qui est vrai, c'est que le processus de Doha va pouvoir reprendre parce que ce n'est pas seulement de la volonté d'un 1-23, mais aussi c'est la volonté de la communauté internationale de pouvoir finir cette guerre par des négociations, par des processus de paix, parce qu'il ne faut pas qu'on engage la guerre ouverte contre... Monsieur Fedi, je reviens sur les dates. 27 juin à Doha, signature d'une déclaration des principes dans laquelle il faut un cessez-le-feu immédiat, il faut des mesures aussi de confiance de part et d'autre, entre autres la libération des prisonniers, de part et d'autre. Mais depuis cette signature, rien n'est fait. Oui, bien sûr. Comme on l'a même titré dans notre élément, il y a le cessez-le-feu et sous les béquilles, il y a le renforcement des positions du côté M23. Bon, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'enfin on ait la paix dans cette partie du pays? Ce qui bloque, c'est la mauvaise volonté des M23 et de ceux qui les soutiennent. C'est ce qui bloque. Vous savez que les M23, ce qu'ils entendent, pour eux, c'est le sang des Congolais qui nourrit leur espoir. Mais entre-temps, la République démocratique du Congo, je dis, n'a pas croisé les bras pour défendre la population civile, mais aussi la communauté internationale n'a pas fermé l'œil. Il documente ce que l'M23 est en train de faire, et je suis très sûr, d'ailleurs c'est une demande pour moi, adressée à l'endroit du commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qu'il ne faudra pas s'arrêter à documenter les violations des droits de l'homme, il faudra aller aussi jusqu'aux sanctions des auteurs de ceux qui commettent ces violations des droits de l'homme, parce qu'ils en ont le pouvoir. Ils peuvent sanctionner les M23 et ceux qui les soutiennent, parce que les armes qu'ils utilisent,
les 1-23 ne les fabriquent pas. Ces armes viennent de la communauté internationale, viennent de l'Occident. Ils peuvent arrêter que et les pays qui soutiennent les 1-23 et les 1-23 ne puissent pas avoir accès à l'achat des armes. C'est aussi dernière question une par manière rapport à de protéger la population. Dernière question par rapport à ce grand reportage. Que pensez-vous de l'instauration d'une cour spéciale pour juger les crimes commis en République démocratique du Congo? Je l'ai toujours souhaité de tous mes voeux. J'ai toujours souhaité, malgré toutes les négociations qu'on peut avoir, malgré tous les accords qu'on pourra avoir, il ne faudra pas oublier l'aspect de la justice. Il ne faudra pas oublier l'aspect des sanctions de ceux qui ont commis de graves violations des droits de l'homme. Parce que, vous savez, la lutte contre l'impunité garantit la non-répétition de ces actes. Ça fait plusieurs décennies que notre pays est en train de souffrir de ces violations des droits de l'homme, de ce massacre de ces Congolais, de la violation de l'intégrité territoriale. Mais, parce qu'après, on négocie, on fait table rasa de ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme. C'est pourquoi il y a toujours répétition de même scénario. Je souhaite de tout le vœu qu'il y ait une cour pénale internationale sur la violation des droits de l'homme dans notre pays.